1903, cette année, je ne l'ai pas dit par hasard, car elle va être marquée par une décision qui va changer la vie d'énormément de personnes handicapées. À cette époque-là, aux États-Unis, les responsables de la santé publique voulaient, pour tenter de freiner comme ils appelaient l'épidémie de faiblesse d'esprit, enfermer des personnes déficientes mentalement dans des établissements spécialisés pour eux. L'hôpital Pennhurst en faisait partie. Il faisait partie de ces bâtisses qui contenaient à l'intérieur d'eux des tortures psychologiques et physiques que aucun humain ne pourrait imaginer. Et aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. Je vais vous raconter les dérives horribles qui ont été faites sur des humains dans l'hôpital de Pennhurst. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser plusieurs choses. Déjà, j'aurai un ton peut-être un peu plus sérieux car là, on va parler d'un truc vraiment pas dingue, un truc assez glauque, mais aussi tragique. J'aimerais m'excuser aussi car beaucoup de personnes me le font remarquer en commentaire sur les fautes de français que j'ai pu faire sur pratiquement toutes mes vidéos. Voilà, j'en fais souvent. On m'a jamais diagnostiqué comme étant dyslexique ou quoi, mais bon, j'ai un peu l'impression. Ou soit que je manque considérablement de culture. Peut-être, c'est quelque chose de possible. Non, pour être plus sérieux, je vais essayer de m'améliorer dans le temps par rapport à ça. Donc voilà, ne soyez pas trop méchants en commentaire. Je fais des erreurs, ça arrive à tout le monde, même pendant le tournage. Donc voilà, j'essaierai de peut-être plus me structurer la prochaine fois. Deuxième précision importante, et après ce sera fini, j'ai découvert l'histoire sur le site Mid Shadow, un site répertoriant plusieurs histoires mystérieuses non résolues, assez flippantes. N'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, je précise et je préfère vous dire où je prends mes histoires et vous mettre la source en description pour ne pas voler le travail de la personne qui a finalement écrit l'histoire. Car moi juste je la raconte vraiment, ne dites pas waouh Léo t'as fait un taf de fou, t'es le meilleur. Vraiment je reprends pratiquement toutes les infos qu'il y a dans l'histoire. Voilà, je le précise comme ça, c'est mieux, je suis transparent et honnête avec vous, c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai découvert cette histoire que récemment et je me suis dit il faut à tout prix que je leur en parle car les détails et l'histoire qui tourne autour de cet hôpital, c'est juste hallucinant. Abonnez-vous, likez, c'était les seules choses que j'avais à dire. Vraiment, si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure chose à faire. On commence l'histoire tout de suite. Merci d'avoir attendu. Le forceur de fou. Pour vous mettre déjà au courant et vous mettre un petit peu de contexte, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la plupart des personnes souffrant de maladies mentales et de déficiences intellectuelles étaient qualifiées la plupart du temps comme des personnes dégénérées. Et pour ne pas arranger ça, les responsables de la santé publique de Philadelphie, ils vont parvenir tous les trois à convaincre le Conseil d'État de la nécessité de les isoler pour ne pas que l'épidémie, comme ils l'appelaient, se propage chez les personnes qu'ils appelaient comme normales. Et va arriver 1903. Et c'est là où tout a commencé. En 1903, l'État de Pennsylvanie va donc donner son accord pour que soit construite une institution pour les personnes faibles d'esprit, et une enquête va donc après ça être réalisée pour arriver à déceler combien ils étaient en tout comme faibles d'esprit. Le recensement qui va s'en suivre va permettre de déterminer que 1146 de ces malheureux étaient internés dans des asiles d'aliénés et que 2627 étaient enfermés dans des hospices, des hôpitaux, dans des maisons de correction et même des prisons. Ces statistiques vont montrer à l'État de Pennsylvanie que là, il y avait un besoin urgent de créer une structure spécialisée pour les personnes atteintes de déficience mentale. Mais c'est là où les membres du comité vont faire leur première erreur. Ils vont conclure que le futur établissement devrait être capable d'accueillir 500 personnes et proposer deux sections distinctes, l'une consacrée à l'éducation et à la formation professionnelle et l'autre aux soins. Bonne décision s'il aurait respecté. Vous verrez par la suite que rien ne va être respecté, ça va être vraiment un désastre. Que ce soit dans l'organisation, les soins des patients, les suivis psychologiques, rien ne va aller. L'architecte Philip H. Johnson va donc commencer à faire les plans de la bâtisse et quelques temps après, la construction des premiers bâtiments va se mettre en route. Les travaux vont durer en tout 5 années. Mais même si en 1908 le complexe était loin d'être fini, le premier bâtiment à être pratiquement terminé va pouvoir déjà accueillir quelques dortoirs, quelques lits, quelques salles de bain, mais aussi une vaste salle à manger. Mais ce n'est en réalité que le 23 novembre 1908 que l'hôpital de Pennhurst va ouvrir ses portes. Il y a eu un énorme attroupement le jour de l'ouverture. L'établissement va se retrouver surpeuplé par de nouveaux patients. Aucune femme ne va être acceptée pour le moment, car vous le verrez par la suite, il y aura une section créée juste pour les femmes, mais là non, en 1908, il n'y aura que des hommes. Enfin, des hommes pas vraiment. Les résidents étaient surtout des personnes très jeunes, des ados. Pour la plupart épileptiques, handicapés mentaux ou autistes. La plupart des parents étaient désespérés de leur enfant, alors ils trouvaient la solution de les abandonner dans l'hôpital de Pennhurst, leur promettant pour certains de revenir très bientôt, sauf que vous l'aurez peut-être compris, les parents qui déposaient leurs enfants ne revenaient jamais.
Bon, il y aura quand même des exceptions, certains parents vont déposer leurs enfants à l'hôpital pour essayer de les soigner. Mais les soins ne vont pas être à la hauteur des espérances des familles. Les parents qui venaient à visiter leurs proches régulièrement, ils se rendaient compte au fur et à mesure des visites, et bien que leurs enfants, ils commençaient à régresser à la place d'aller mieux. La plupart étaient retrouvés dans des états lamentables, comme s'ils avaient vécu des événements traumatisants, aggravant de plus en plus leur comportement. Une chose à savoir d'assez importante sur cet hôpital, les pensionnaires étaient répertoriés en fonction de plusieurs catégories. Selon leur état de santé physique, les résidents ils pouvaient être déclarés comme épileptiques ou en bonne santé, bonnes dents, mauvaises dents ou dents traitées, et selon leur état mental, c'était fou ou imbécile. Les médecins et les personnes qui s'occupaient d'eux parlaient avec ce langage-là, et sur les papiers, il y avait marqué des mots comme ça. Full irrespect constamment, quoi. Beaucoup de personnes vont souffrir de retard mental et vont être du coup internées à Penhurst, et eux vont être classés en 3 groupes principaux, suivant quelque chose de précis, leur quotient intellectuel. Les débiles se trouvaient entre 59 et 69, les imbéciles étaient entre 20 et 49, et les idiots étaient les moins de 20. Chacun de ces groupes était dispatché dans différents bâtiments pour pas qu'ils ne se croisent en fait et qu'ils n'aient quelconque interaction. Et les termes médicaux que je viens de vous dire, ils vont être très vite par la suite remplacés par d'autres mots. Les nouvelles définitions étaient les suivantes. Retard mental léger, modéré, sévère et profond. Là déjà il y a un peu plus de respect, mais en vrai on s'en fout, car ça n'excuse en rien du tout ce qui va se passer par la suite et les atrocités que vont vivre les patients de Penhurst. En 1912, c'est là où de nouveaux acteurs vont venir dans la partie. Les membres du courant eugéniste, eux qui voulaient en gros améliorer l'espèce humaine, vont vouloir retirer aux personnes différentes la possibilité de se reproduire. Ils vont aussi mettre une grosse pression à l'établissement pour qu'il accepte d'accueillir et de prendre en charge ceux dont la société ne voulait pas à l'époque. Donc ça va être les migrants, les criminels et les orphelins. Mais heureusement, la même année, quelqu'un va venir bousculer tout ça, il va donner son avis, c'est un surintendant qui va présenter un compte-rendu au conseil d'administration en disant très clairement, pour vous la faire très simple, que c'est pas dingue ce que l'hôpital fait subir aux patients. Mais vous l'aurez deviné, ce discours ne va pas du tout empêcher l'hôpital à accueillir de nouvelles personnes atteintes d'épilepsie. En 1913, suite aux nombreuses préoccupations soulevées par le conseil d'administration de Penhurst, le législateur de Pennsylvanie va nommer une commission chargée d'étudier les soins aux faibles d'esprit. Et la conclusion de cette commission va être insoutenable pour vous à entendre. Après s'être penchée du coup sur la question, celle-ci va finalement déclarer que les handicapés mentaux étaient, je cite, inappropres à la citoyenneté et qu'ils, je cite, constituaient une menace pour la paix. Pour eux, le meilleur moyen de résoudre ce problème n'était non pas de faire de meilleurs soins et d'engager beaucoup plus de personnel, non, c'était de briser la chaîne de reproduction. En 1916, l'ouverture d'esprit va un petit peu se faire, car ils vont accueillir des femmes. Mais dans ce cas-là, honnêtement, j'aurais préféré qu'elles n'aient pas l'accès à ces soins. Elles n'allaient se douter à aucun moment qu'elles allaient vivre, comme les garçons, un véritable enfer. En 1916, le conseil d'administration va donc suggérer de doubler les capacités d'hébergement d'institutions. 1200 lits vont se rajouter dans l'établissement pour construire un groupe de bâtiments exclusivement dédiés aux femmes. Penhurst avait été construit à l'écart de la société. Et c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les gérants ne voulaient pas imposer l'horrible vision des personnes simples d'esprit qu'il y avait du coup dans le bâtiment, les personnes handicapées, etc. Ils voulaient aussi éviter de mélanger leurs gènes au reste de la population. Les personnes qui travaillaient et soignaient les patients avaient la peur récurrente d'avoir la maladie des patients, donc petit à petit régresser en termes d'intelligence, devenir handicapés, épileptiques, etc. Ils pensaient vraiment à cette époque-là que les maladies qu'ils voyaient devant eux et qu'ils soignaient étaient comme un virus. Bien sûr, tout le monde ne pensait pas comme ça, il y avait beaucoup de gens ouverts, mais la plupart étaient eugénistes, un mouvement qui était d'ailleurs très fort à cette époque-là et dont beaucoup de personnes croyaient. Ils voulaient en fait que les gens évoluent constamment. Pour eux, des handicapés, des gens avec des maladies mentales, étaient des déchets de la société. Très clairement. Je vais vous avouer une chose maintenant, c'est que le pire n'est pas encore arrivé. Je vais vous lire un truc là bientôt qu'a dit une personne de l'époque et qui va vous choquer.
je dirais à 100%. Mais le mouvement, comme je viens de vous le lire à l'instant, ne va pas trop être médiatisé, peu de personnes vont en parler, il ne va pas faire long feu, être seulement que de courte durée, car il va être discrédité en grande partie par l'idéologie, j'ai même pas de mots pour la décrire, immonde, abominable, que vous connaissez tous, le régime. J'ai coupé évidemment, flemme de me faire ban. 1921, ça va être l'année où le bâtiment va être terminé. Penhurst avait été pensé d'une façon et celle-ci a vu le jour. Hormis les matières comme le charbon et les quelques fournitures qui lui étaient livrées par les chemins de fer, Penhurst était vraiment devenu un hôpital indépendant qui produisait tout ce dont il avait besoin. L'hôpital possédait sa propre centrale électrique, sa caserne de pompiers, son magasin général, sa salle de cinéma, sa salle de spectacle, sa serre, son terrain de baseball, son hôpital de 300 lits et même son propre cimetière. La plupart des bâtiments qui étaient réservés aux malades étaient munis de fenêtres de sécurité et les cages d'escalier vont être fermées par des barrières. Les différentes parties de l'édifice étaient reliées entre elles par des tunnels anti-feu qui vont être pour la plupart utilisés pour transporter des résidents d'un endroit à un autre. Penhurst avait vraiment créé un écosystème énorme à tel point qu'ils ont aussi embauché plusieurs professions dans la même structure. Au sein de l'établissement, on pouvait retrouver du personnel administratif, des comptables, des employés de services psychiatres, des infirmiers, 2 chirurgiens et plusieurs professeurs spécialisés dans divers domaines éducatifs. Alors en lisant ça, ouais, moi là je peux croire que tout est beau, tout est rose et que tout se passe bien finalement. L'écosystème vit, les patients sont bien traités, il y a du personnel pour les aider. L'ambiance est cool. C'est l'inverse de ça. Je ne vous ai pas du tout encore parlé des horreurs qui sont passées dans l'établissement, j'en viens très bientôt, vous inquiétez pas, mais accrochez-vous, car là on va commencer à rentrer dans les détails assez sordides. Déjà, le complexe qui avait été créé pour les femmes en 1930, c'est fini. Il va fermer. Le bâtiment des femmes possédait ses dortoirs, ses salles d'études et sa propre salle à manger. Le personnel avait pour ordre et obligation qu'il ne fallait en aucun cas que des femmes et des hommes se croisent, pour éviter de mélanger leurs potentielles maladies ou qu'ils ne créent quelconque relation amoureuse. Ça c'était non. Les patients vont être déshumanisés à tel point qu'ils ne pouvaient même pas ressentir des sentiments ou même se faire désirer par quelconque personne. Ils étaient tous arrivés à un stade de déshumanisation complète. Le 31 mai 1931, un rapport va être fait calculant le nombre de patients en tout et le nombre d'employés. Et la conclusion est désastreuse. Il y avait 1248 patients pour 192 employés hébergés dans la résidence. Les dirigeants de Penhurst vont essayer de rassurer comme ils peuvent les employés de l'hôpital en leur disant qu'ils ne s'inquiètent pas et que les nouveaux bâtiments allaient bientôt être terminés. Mais ces simples paroles pour apaiser la conscience des employés n'allaient pas régler réellement le problème. Chaque année, l'hôpital va enregistrer 250 nouvelles demandes d'admission qui venaient s'ajouter aux 1900 déjà présentes. Et c'est là où on va commencer à rentrer sérieusement dans la partie de l'iceberg la plus sombre. Je vais vous raconter les années où les conditions des malades s'étaient terriblement dégradées. Si certains patients de l'hôpital étaient pratiquement autonomes, d'autres ne pouvaient pas se nourrir et se laver seuls. Mais ce ne sont pas eux qui ont vécu les choses les plus atroces. Ce sont les personnes les plus gravement atteintes. Toute la journée, ils étaient enfermés dans des lits métalliques à barreaux, des lits si petits qu'ils ne pouvaient pratiquement pas bouger ou se retourner. Certains se sentaient tellement seuls qu'ils en venaient à prendre leurs excréments et se les barbouiller sur le visage pour simplement attirer l'attention et qu'on leur vienne en aide. D'autres vont se montrer beaucoup plus cruels, poussant les personnes les plus faibles à se suicider. Le personnel n'en pouvait plus et leur seul moyen de répondre était de droguer les patients les plus agressifs. Ils les enchaînaient au lit ou les enfermaient dans leur chambre d'isolement du sous-sol. Ces patients dits comme agressifs étaient enfermés de si longues périodes qu'ils régressaient. Ils perdaient toute volonté de se battre ou même de vivre. Beaucoup d'abus sexuels vont être fréquents, aussi bien entre les patients que de la part des membres du personnel. Une sanction obligatoire avait été même autorisée au personnel de faire sur les patients qui les mordaient. Si un résident se mettrait à mordre quelqu'un pour la première fois, il était réprimandé, mais alors s'il recommençait, il était envoyé au dentiste, dans le but qu'on lui retire l'intégralité de ses dents. Des centaines de dents vont être retrouvées quelques années après dans une chaise rouillée du dentiste qui faisait subir cette torture aux patients. Vers la fin des années 1940, l'ARC
va être créé. L'ARC, c'est quoi? Pour la faire très simple, c'est un organisme qui lutte pour la défense des citoyens atteints de déficience intellectuelle. Ce mouvement va être énormément soutenu par les médias dans le but principal de dénoncer les pratiques très douteuses de Pennhurst, mais aussi les établissements du même genre. Je le rappelle, Pennhurst ne pouvait accueillir que très peu de personnes. Au début, seulement 500 places étaient disponibles. En 1955, ils étaient 3500 résidents à s'entasser dans des dortoirs. Je vous laisse imaginer les conditions désastreuses dans lesquelles les résidents vivaient quotidiennement. Les médecins oubliaient de laver pendant plusieurs jours certains résidents et des trucs encore bien pires. Les médecins et les personnes qui s'occupaient en fait des résidents se disaient bon, personne va le remarquer, ils sont tous handicapés ou très faibles d'esprit, donc ils pourront jamais le dire en fait à nos supérieurs. Personne ne le remarquera si on oublie une toilette ou si on oublie de faire manger quelqu'un. C'est ce que le personnel démuni se disait. Mais afin de pallier à ce problème, 2 annexes vont être ouvertes dans d'anciens sanatoriums. Une à Gettysburg et l'autre se situait à Whitehaven. Et des centaines de patients qui étaient à Pennhurst vont y être transférés. Mais malheureusement, le même problème va revenir pour les sanatoriums. Il va manquer beaucoup trop de personnel, donc très vite, cette décision va être clôturée et tout va fermer pour qu'il ne reste que l'hôpital de Pennhurst pour les accueillir à nouveau. Et c'est en 1968 que les gens vont commencer, grâce à Bill Baldini, à être au courant de l'horreur que vivent les gens dans cet établissement-là. Il va réaliser un jour un reportage en 5 épisodes intitulé Suffer the Title Children pour la chaîne TV10 de Philadelphie. Quand il va se rendre sur le lieu pour y réaliser son reportage, il va y brosser un terrible tableau. Il va souligner plusieurs graves dysfonctionnements, des abus et des négligences faites aux patients. Les patients voulaient juste être à la base dans une structure pour les accompagner dans les tâches un petit peu complexes de la vie. Enfin du moins qu'une personne handicapée ne pourrait pas faire. Sauf que là c'était tout l'inverse. Certains étaient torturés, battus, oubliés, et la plupart qui vont sortir vont rester traumatisés de cette expérience-là. Enfin du moins, si certains sont sortis de là. Dites-vous que sur les 2791 résidents qu'hébergeait Pennhurst, seulement 200 vont suivre le programme destiné à améliorer leurs conditions. Les administrateurs de Pennhurst vont avoir le droit à une interrogation et ils vont pas le nier, ils vont reconnaître que la situation est regrettable, qu'avec un bâtiment délabré comme ça, un déficit budgétaire de 4 millions de dollars et seulement 9 médecins et 11 enseignants, et bien que leurs mains étaient liées et qu'ils ne pouvaient absolument rien faire de ça. À la publication du reportage, les téléspectateurs vont alors découvrir quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Ce que les gens vont observer sur leur télé, ce sont des enfants à demi dévêtus qui erraient pour la plupart sans aucun but dans les couloirs. Des hommes étaient attachés par les pieds et par les mains à des lits à barreaux. D'autres se balançaient, se tordaient en deux et certains même convulsaient, sans qu'aucune personne autour, aucun membre du personnel ne réagisse. Le présentateur va même s'approcher à un moment d'un patient et va lui poser une question très simple. Qu'est-ce qu'il aimerait le plus au monde? S'il pouvait bien sûr obtenir tout ce qu'il désirait. Ce dernier va alors répondre « Sortir de Pennhurst ». Bon, c'est très facile de le deviner, mais ce reportage va nuire considérablement l'image de Pennhurst et le complexe va devenir la honte de la Pennsylvanie. En novembre 1974, une famille va rendre visite à un patient. Ce patient, c'était leur fils, et ils vont remarquer en arrivant qu'il a plusieurs bleus inexplicables. Ce patient, c'était Terry Lee Alderman. Il résidait à Pennhurst et va prendre la décision au nom de lui et de tous les patients de prendre la responsabilité de tenter un procès contre l'établissement. Dans sa plainte, il énonçait que les locaux étaient insalubres et dangereux, que les traitements étaient inhumains, les punitions cruelles et que les conditions de vie violaient toute légalité. En 1977, c'est un procès de 32 jours qui va être mené grâce à l'honorable juge Raymond J. Broderick qui va parler au nom de tous les patients pour dire que l'environnement dans lequel ils vivaient était tout simplement misérable et dangereux et que les pratiques dont ils étaient les victimes les détérioraient physiquement et les faisaient régresser intellectuellement au cours de leur séjour
dans l'établissement. Le procès Alderman va être un soulagement pour tous les patients qui vivaient l'horreur à Penhurst, car il va permettre de lancer une réflexion sur les besoins et les possibilités des personnes atteintes de déficience mentale, ce qui va par ailleurs changer considérablement leurs conditions de vie. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Bobby, qui est un survivant traumatisé par l'expérience qu'il a vécue à Penhurst, et je vais vous raconter ça maintenant, c'est affreux. Bobby, c'est qui? C'est le cousin d'une personne qu'on appellera JD. Il est né en 1956 et il avait été admis à Penhurst en 1963. JD, comme il habitait pas loin de l'hôpital, il a décidé régulièrement de lui rendre visite jusqu'à sa sortie, qui va se faire en 1981. JD a interrogé Bobby pour savoir alors c'était quoi son expérience dans l'hôpital, est-ce qu'il va beaucoup mieux, etc. Sauf que son témoignage là va totalement être l'inverse de ce que pensait JD. JD était loin de s'imaginer qu'il allait entendre le pire témoignage qu'il a entendu de sa vie. Quand JD allait le voir, il proposait à Bobby d'aller à l'administration, chercher des dollars de Penhurst pour pouvoir acheter des bricoles au magasin. Mais quand JD prononçait ces mots à Bobby, le visage de celui-ci se décomposait et il refusait tout le temps d'y aller en disant « aller à l'administration, obtenir des dollars, ne jamais revenir ». JD va trouver ça encore plus bizarre parce que Bobby va continuer régulièrement à prononcer cette phrase dans des contextes qui n'ont aucun rapport, sans véritable raison. JD ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, mais il ne savait pas qu'il allait mettre plusieurs années à comprendre. Bobby, à Penhurst, il avait un ami dont il parlait souvent. Et cet ami s'appelait Jimmy. Un jour, à l'occasion d'une visite de JD, Bobby va lui dire que Jimmy était parti au magasin et qu'il n'était jamais revenu. Assez intrigué, JD il va téléphoner aux parents du disparu qui vont lui répondre qu'ils s'en foutent littéralement de leur enfant et qu'ils ne veulent plus en entendre parler. En écoutant les phrases de Bobby qu'il répétait sans cesse et la disparition de son pote Jimmy, JD ça va le faire un petit peu cogiter et va comprendre que Jimmy n'était pas le seul à avoir mystérieusement disparu. Apparemment, de nombreux pensionnaires passaient par les tunnels pour se rendre au magasin pour n'en jamais sortir. Tunnel qui apparemment avait une très mauvaise réputation en 1960. Apparemment, des châtiments terribles corporels y étaient infligés sur des patients. La dernière fois que Jimmy avait été aperçu dans l'établissement, c'était lorsqu'il s'engouffrait dans les souterrains en compagnie d'une infirmière, mais aussi de JD, qui tenait à savoir ce qui lui était arrivé. Il va décider de s'y faufiler discrètement et de progresser autant qu'il pourrait. C'est ce qu'il va faire dès que l'occasion va se présenter. Il va nous raconter qu'il est arrivé au sous-sol d'une salle à manger et à cet endroit même, il y avait deux hommes. Deux hommes assis sur une table, la tête en bas. Dans un coin de la pièce, une troisième personne était présente. Celle-ci tapait sur le sol, muni d'une poupée. Un peu plus loin, il va remarquer qu'un homme nu était allongé sur le sol et celui-ci faisait quelque chose d'assez particulier. Il tremblait et gémissait. JD va finir par être dans une salle de stockage où il va apercevoir un autre résident. Ce résident, lui aussi, était complètement nu, comme le précédent, et il était assis par terre et frappé sur le mur avec un tuyau. Il va remarquer également qu'un autre était abandonné sur un fauteuil roulant dans un recoin assez sombre. Il a réussi à quand même discerner son visage, car il le voyait rire pour une raison que lui seul connaissait. Comme nous l'explique JD, il a essayé 2 fois de s'y rendre, mais n'a pas pu tout visiter comme il l'aurait voulu. Pour une raison simple, des membres du personnel médical surgissaient parfois à des moments en petits groupes, l'obligeant à remonter rapidement car il n'avait pour eux rien à faire ici. Mais alors qu'est-il arrivé à Jimmy? Eh bien JD pense qu'il y est arrivé le pire. On ne saura jamais la cause de la disparition de Jimmy, mais on est persuadé que ça a un lien avec ces fameux tunnels et le personnel de l'établissement. Bobby, pendant plusieurs années, ne va pas arriver à s'exprimer sur le sujet et va rester traumatisé. Mais heureusement, la justice, à un moment donné, va faire son taf. En 1983, 9 employés vont être inculpés pour avoir donné des coups et des gifles à des pensionnaires. Parmi eux se trouvaient des personnes en fauteuil roulant. Ce procès va être définitivement clos en 1984 pour qu'au final, 3 ans plus tard, Penhurst ferme ses portes. Mais malgré la torture psychologique, les mauvais traitements subis par les patients, beaucoup vont vouloir rester à Penhurst car c'était la seule maison qu'ils avaient connue. Cependant, ils ne vont pas avoir le choix de partir.
Certains vont recevoir des traitements qui vont leur permettre de se réintégrer dans la société, mais d'autres vont être pris du coup dans d'autres structures pour qu'on prenne beaucoup mieux soin d'eux, à l'inverse de cet horrible hôpital. Le département des affaires militaires va donc racheter le nord de la propriété dans le but de rénover l'un des bâtiments et le transformer en centre pour anciens combattants. Un truc beaucoup plus sain. Au fur et à mesure des années, l'humidité va de plus en plus envahir les bâtiments inoccupés ou traîner encore, on pouvait le voir, sur le sol de vieux vêtements, du matériel médical et des meubles brisés. De nombreux urbexers, comme on les appellerait aujourd'hui, vont s'introduire discrètement entre ces murs dans le seul but de piller ce qui pouvait l'être. Ils pulvérisaient la peinture un peu partout et brisaient toutes les vitres de l'endroit. Les personnes qui venaient souvent faire ça n'étaient pas des personnes qui n'ont rien à voir avec Penhurst. Bien au contraire, c'était les patients souvent qui avaient vécu ici et qui voulaient se venger. Beaucoup de sans-abri également avaient rejoint la partie pour les aider. De nos jours, une partie de la propriété de Penhurst est utilisée par une entreprise de compostage, alors qu'une autre a été vendue à une famille, la famille des Smith. Et cette famille, elle a eu le droit à son lot de polémiques. Ils ont décidé d'ouvrir un parc d'attractions. Ils vont appeler ce divertissement l'asile de Penhurst. C'était une sorte, pour vous l'expliquer brièvement, de maison hantée, ce que beaucoup vont juger comme très choquant et profondément irrespectueux pour toutes les personnes qui avaient souffert dans ces lieux. On est clairement sur un gros foutage de gueule, tout le monde va penser que c'est ridicule de faire ça. Ils vont être accusés de se moquer des handicapés et d'exploiter des éléments tragiques pour en faire de l'argent. À l'avenir, ils envisageraient même de restaurer une grande partie de la propriété pour créer un musée. Mais vous le savez très bien, souvent les bâtiments comme ça qui ont de très lourds passés ont souvent leur lot d'apparitions très étranges. Et oui, Penhurst a été victime de plusieurs manifestations paranormales assez dérangeantes que je vais vous conter et ce qui sera du coup la dernière partie. Timothy Smith était le fils des propriétaires. Il s'occupait de la restauration des bâtiments et de l'asile hanté. Mais il faut savoir qu'il est aussi le président d'une association, l'association paranormale Penhurst. Quelque temps après qu'il ait créé cette association, il a décidé d'ouvrir la porte aux enquêteurs du paranormal. Cependant, la devise qu'il va donner à cette association est un petit peu douteuse, à se demander si tout ça n'est pas qu'un business pour eux. Ils ont vécu ici, ils sont morts ici et ils sont toujours là. Plusieurs photos d'orbes vont être prises dans l'hôpital de Penhurst, mais aussi des apparitions translucides vont être capturées, des silhouettes sombres. La propriété serait apparemment le refuge d'une multitude d'entités qui aimeraient se faire entendre. Est-ce qu'il y avait Jimmy parmi ces entités-là? Ça on le saura jamais, malheureusement. Plusieurs racontent que les esprits qui hantaient cet hôpital seraient pacifiques et qu'ils ne se contenteraient juste de partager leurs émotions. Plusieurs personnes qui habitaient dans l'hôpital auraient entendu des voix comme « J'ai peur », mais d'autres ne vont pas hésiter à menacer directement les personnes qui vivent ici en leur disant des « Pars, je vais te tuer, nous sommes en colère, pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi ne partez-vous pas ?» Beaucoup de personnes vont témoigner et dire qu'apparemment ils auraient vu les portes s'ouvrir toutes seules et se refermer d'elles-mêmes sans aucune action humaine. Une chaise à bascule se balancerait aussi toute seule sans que personne ne soit assis dessus. Un piano jouerait tout seul. Des objets seraient aussi projetés dans l'air. Des bruits de pas résonneraient dans les couloirs et des cris s'élèveraient des chambres vides. Un enquêteur du surnaturel qui aurait visité le lieu aurait même dit que pendant une exploration, il se serait fait pousser à un moment dans les escaliers par quelque chose, ce qui lui avait laissé une énorme marque rouge en bas du dos. Un autre qui va vouloir s'aventurer dans le lieu va aussi se faire gifler par quelque chose, et un médium aurait senti la présence très nette d'une entité qu'elle décrira comme maléfique. Plusieurs témoins auraient rapporté qu'ils auraient vu, pendant qu'ils visitaient le lieu, une dame habillée en blanc comme si c'était une nourrice et une jeune fille blonde. Une chasse d'eau se mettrait à faire son bruit alors qu'elle ne serait plus alimentée depuis des années. La voix d'un enfant aurait apparemment aussi été enregistrée au 3e étage. Bon, ça en vrai ce ne sont que des témoignages. Est-ce vrai, est-ce faux? On n'est pas trop sûr, mais ça ne me choquerait pas du tout que les énergies des personnes qui ont vécu l'horreur dans le bâtiment, eh bien, seraient restées collées aux parois. Quoi qu'il en soit, l'hôpital reste un site historique vraiment pas cool, qui a fait souffrir énormément de personnes, et on souhaite à toutes ces personnes-là, si elles sont encore bloquées dans l'enceinte, de trouver la chose qui leur fera rejoindre la lumière. Et on espère qu'une telle horreur n'arrivera plus jamais.
Merci encore, c'est grâce à Min Shadow que j'ai pu vous raconter cette histoire, car je l'ai découvert sur ce site même. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que j'aurai bien imagé et que j'aurai bien raconté, sans faute. Merci pour tout ce que vous m'apportez en ce moment, c'est très cool. Merci pour vos retours sur Instagram, vos DM, c'est juste magnifique et super cool. J'ai jamais eu ça, et cette reconnaissance, elle me touche énormément. Merci beaucoup. Je vous kiffe, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires. J'espère que tout ça vous permet de vous détendre après le taf, après le boulot, pendant le ménage, pendant que vous cuisinez. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, vous détendre et que vous passez un bon moment devant la vidéo. Merci et à très vite. Ils sont mentalement, physiquement et moralement incompatibles. Qu'est-ce qui vient de se passer, frérot? C'est fou de faire ça.